Bonsoir à tous, merci de votre fidélité. L'entretien du jour s'est délocalisé en Afrique. Nous sommes à Bamako, au Mali, à l'occasion du sommet des investisseurs d'Afrique francophone. Nous avons décidé de donner la parole aux hommes et aux femmes qui bâtissent l'Afrique des idées, du génie et des innovations. L'invité de l'entretien du jour est entrepreneur, fondatrice et directrice de Appstec, infatigable quand il s'agit de promouvoir la technologie en Afrique. Rebecca Enochong, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que cela vous flatte que l'on vous présente comme une championne de la promotion de la technologie en Afrique? Oui, évidemment, ça me flatte. J'en suis reconnaissante parce que ça me permet d'avoir une voix un peu plus forte pour parler de ma passion qui est la technologie et l'économie numérique en Afrique. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, comment pourrez-vous vous présenter? Moi, je vous ai brièvement présenté, mais vous avez un background incroyable. Je ne sais pas si c'est incroyable, mais je suis entrepreneur en premier. Donc j'ai créé mon entreprise Appstec il y a de cela 20 ans maintenant. Donc c'est vraiment une année clé pour moi parce que ça démontre que en tant qu'Africain, en tant que femme, on peut réussir dans la technologie parce que je suis l'exemple 20 ans plus tard que c'est possible. Donc je fais ça. Je suis aussi dans beaucoup d'organisations qui soutiennent l'entrepreneuriat numérique en Afrique, tels que Active Spaces, ce sont des incubateurs au Cameroun, donc African Center for Technology, Innovation and Ventures, et pour soutenir les jeunes entrepreneurs dans la technologie. On les accompagne, on transforme leur idée en réel business. Et puis au niveau continental, je suis présidente du conseil d'administration de AfriLabs. AfriLabs est le réseau de centres d'innovation et de technologie africains. Nous avons 136 membres qui sont des tech hubs sur 37 pays et représentant et soutenant 250 000 entrepreneurs sur le continent. Je me disais qu'en 1999, lorsque il vous est venu l'idée de créer Appstec, je me disais, est-ce qu'elle avait déjà une idée de repartir en Afrique pour y faire son nid? Oui, absolument. Moi, je suis africaine, je suis née en Afrique, j'ai grandi en Afrique et l'eau qui coule dans mes veines, mais le sang qui coule dans mes veines est très très fort. Je pense que tout Africain veut contribuer au développement de son continent, tous. Parfois, c'est plus difficile et on ne trouve pas le moyen de le faire. Et moi, j'ai trouvé moyen de contribuer au développement du continent en passant par mon entreprise. La première chose que j'ai faite, c'est d'embaucher des Africains. Bien que j'ai commencé mon entreprise aux États-Unis, mon équipe était surtout africaine. Que ce soit tous les directeurs, le top management était africain. Avec quelques exceptions de près. Et même les ingénieurs j'ai recruté les meilleurs des meilleurs Africains dans les entreprises américaines de la place. Vous l'avez chevillé au corps en fait. Oui, non, chevillé au corps, je pense que c'est trop dire, mais c'était important pour moi qu'on soit un exemple de ce que l'Africain peut faire. Et pour moi, ça c'est la réussite. C'est de démontrer jusqu'où l'Africain peut aller. Et on l'a fait aux États-Unis, en France. En fait, dans 50 pays, on a eu des clients. Et donc, retourner après sur le continent pour construire quelque chose. Quand vous parlez du retour, vous avez été indiscutablement la personne qui a apporté dont le témoignage a le plus ouvert les yeux lors de ce sommet sur les difficultés que rencontrent ceux qui ont un rêve, le rêve de créer une jeune entreprise. Et je me disais, par quoi elle est passée pour en être là aujourd'hui? Disons que j'ai traversé le feu. Et vous savez que le feu purifie. Oui, exactement, et ça renforce et ça nous rend plus forts, n'est-ce pas? Et je ne regrette pas du tout. Je pense que financièrement, ça a été un coup très très difficile pour nous.
l'entreprise où elle se trouvait, le niveau où elle était quand on a décidé d'entreprendre, non pas de délocaliser parce qu'on a toujours gardé le siège est toujours les États-Unis, mais la concentration et le focus sont devenus africains. Oui. Et je pense que si on devait rester sur la trajectoire qui était une trajectoire internationale, oui, basée sur les États-Unis, je serais multimilliardaire en dollars aujourd'hui. On vous le souhaite. Mais je pense que donc l'aventure africaine a fait que je ne le suis pas. C'est une aventure de cœur peut-être aussi. Oui, mais je ne le regrette pas, même pas un instant, parce que j'ai pu voir et contribuer, oui, à l'émergence de ces technologies sur le continent. Et je vois les richesses qui sont créées à travers cette économie numérique aujourd'hui, les emplois qui sont créés. Et je me dis, si toute l'Afrique peut bénéficier de cette économie-là, oui, et si je peux contribuer même un tout petit peu à l'émergence d'entrepreneurs comme ceux qu'on rencontre ici à ce sommet, ça vaut la peine. C'est vrai, ça vaut la peine. Vous disiez qu'il faut faire confiance aux jeunes. Et je me suis dit, on n'a pas forcément la même définition de la confiance. C'est quoi la confiance pour vous? La confiance, c'est dire que voilà une jeune entreprise, oui, qui n'a peut-être pas 3 ans de bilan certifié, mais qui a un savoir-faire et qui peut faire le projet pour l'État, par exemple, oui, et qui peut le faire. Mais vous allez plutôt confier le contrat à une entreprise européenne, oui, qui va peut-être sous-traiter à cette jeune entreprise, mais qui ne va pas gagner autant d'argent. Je pense que c'est ça la confiance dont on parle. Il faut prendre des risques. Et c'est vrai qu'on va dire oui, mais on n'est pas sûr. Mais vous n'êtes pas sûr parce que quand vous embauchez, quand vous prenez des entreprises chinoises ou américaines, ils ne, oui, vous envoient pas leurs meilleurs ingénieurs. Ils vous envoient ceux qu'ils peuvent trouver ou ils sous-traitent. Et donc, ce n'est pas l'expérience de la société que vous avez. Oui. C'est-à-dire que vous allez dire que oui, l'entreprise a 3 ans de bilan, celle en Afrique n'a peut-être pas des bilans certifiés, oui, etc. Mais ils ont le savoir-faire. Et ce savoir-faire, si nous ne faisons pas confiance à nos jeunes, oui, on ne pourra pas développer le continent. On est en train de développer les autres continents. On soutient et la Chine, et les États-Unis, et l'Europe, oui, en leur confiant nos grands projets d'État. Alors que des entreprises sur le continent, voilà, pourraient faire l'affaire. Il y a tellement d'exemples que je pourrais vous donner. Il y a des jeunes, oui, qui ont bâti un système pour le transport, par exemple, pour la sécurité des transports au Cameroun, oui, et qui a gagné des prix à l'international. Oui. Lorsque le gouvernement a voulu confier le projet, ils ont donné à une société étrangère, oui, et ils ont payé, je crois, 700 000 $, alors qu'il y avait une solution locale. Et cet argent, même la moitié de cet argent aurait eu pour soutenir cette entreprise. Ne serait-ce que cette entreprise et surtout créer des emplois à l'intérieur du créer des emplois, créer de la richesse. On sait que chaque emploi, oui, nourrit 20 personnes. Donc imaginez l'impact de soutenir cette économie que je dis est une industrie. Oui. Et je pense que si nos dirigeants commençaient à regarder l'économie numérique comme une réelle industrie, une industrie même d'exportation, oui, parce que ces solutions que nous créons en Afrique, elles peuvent être vendues dans le monde entier. Et on a des exemples, surtout au Bénin, je sais qu'il y a plusieurs startups au Bénin que je connais. Oui. Les gens ne savent pas que c'est béninois. Les entreprises dans le monde entier achètent ces solutions sans savoir que c'est des Béninois qui sont derrière. Oui. Au Cameroun, on a l'exemple d'un entrepreneur qui a créé une application, oui, qui est sur les téléphones mobiles, qui a été téléchargée plus d'1 million de fois. Wow. Dans le monde entier. Imaginez, personne. Ne sait que c'est un Camerounais. La dernière fois que vous avez téléchargé une application, est-ce que vous avez cherché à voir d'où elle venait? Non. Ben non, voilà. Et donc, nous pouvons créer ces applications, oui, sans discrimination possible. Oui. Parce que les gens ils s'en foutent d'où vient l'application. On veut juste savoir si ça marche. Si ça fonctionne, voilà, si c'est voilà, utile. Et imaginez donc les richesses qui sont créées à travers cette économie qui est
pourrait être une économie d'exportation pour les pays et pour le développement du continent. Vous nous avez ouvert les yeux sur plusieurs choses, mais l'une des choses dont on a beaucoup entendu parler, c'est le rééquilibrage du flux financier et d'investissement entre l'Afrique anglophone et l'Afrique francophone. Et je me disais, c'est des doux rêveurs. Est-ce que ça pourrait arriver un jour, ça? Je pense qu'on est très conservateur en Afrique francophone. Oui. On aime beaucoup la bureaucratie. On aime beaucoup l'administration. Et je pense que ça se traduit même dans l'écosystème tech. Parce qu'il y a les lenteurs administratives qu'on retrouve ailleurs, mais elles sont beaucoup plus dangereuses, elles sont beaucoup plus graves quand on parle d'une économie qui a une croissance rapide et qui a besoin d'évoluer très 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 vite, où la concurrence aussi va très très vite. Et donc je pense que si on arrive à convaincre nos dirigeants, on arrive à les convaincre donc que cette économie, elle a besoin pas de soutien, mais d'être plus libre. Donc vous n'avez pas besoin de donner de l'argent à ces startups. Vous avez besoin de retirer la lourdeur administrative et laisser ce secteur se développer. Sortir d'une forme de rigidité et tout assouplir de sorte qu'on accélère. Ça ne vous coûtera absolument rien. Ça ne vous coûtera absolument rien. Mais ça peut vous permettre de créer des emplois, de créer de la richesse et de créer ce rééquilibre justement dont vous parliez entre les économies de la zone anglophone et celles des zones francophones. Rebecca, essayons de nous projeter dans 10 ans. Et vous monographiez cette Afrique francophone que vous connaissez si bien. Vous connaissez aussi l'Afrique anglophone, mais la francophone vous tient un peu plus encore à cœur. Comment vous la voyez dans 10 ans? Je la vois beaucoup plus libre. Et je vais dire un truc qui va être politically incorrect. C'est qu'une partie des dirigeants qui nous retiennent aujourd'hui ne seront plus de ce monde. Et on sera obligé maintenant... De libérer les énergies. Et je pense que libérer les esprits. Et dans ce contexte-là, la force des entrepreneurs, l'énergie de ces entrepreneurs, leur capacité à endurer et à supporter quelle que soit la condition. Imaginez maintenant que le contexte soit positif pour ces entrepreneurs-là. Mais Singapour n'a rien sur nous. Vous êtes impatiente? Oui, je suis très impatiente. Oui. C'est vrai? Oui. Je me disais aussi que finalement, j'aime bien quand on sort de la langue des bois comme ça, comme vous êtes en train de le faire, pour essayer de nous expliquer qu'il suffit de 2 ou 3 choses pour qu'on puisse libérer les énergies. Très honnêtement, ça sert à quelque chose, les sommets comme celui-ci? Je pense que oui. Je pense que ça sert à plusieurs choses. La première, c'est une collaboration. Les échanges entre les personnes différentes, elle est très importante, cette communication. Et ces échanges sont très positifs. Il y a beaucoup de collaborations qui démarrent à partir de rencontres faites lors de sommets tels que celui-ci. Aussi, c'est une opportunité de faire passer un message. Vous savez, avoir, comme on a eu hier, ce qui est incroyable, c'est le nombre de ministres de ce gouvernement qui étaient présents. C'est inespérable. Et donc, c'est pouvoir faire passer un message à plusieurs ministres. Parce que vous savez, les décisions, même si le ministre de l'économie numérique rencontre souvent les entrepreneurs, c'est un peu comment ça se passe, que les autres puissent entendre le message et qu'on puisse faire passer ce message, c'est extrêmement important. Parce que c'est un début de dialogue. Souvent, ils pensent comprendre. Mais c'est quand ils viennent et ils entendent, ils se disent que donc c'est comme ça. Et pour ça, ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Ça va être ma dernière question, on va conclure là-dessus. On va conclure comme on a commencé, on pense donc à Appstec. Et je me dis, on a parlé de l'Afrique, de comment vous voyez cette Afrique dans 10 ans. Comment vous voyez Appstec? Finalement milliardaire? Ah oui, absolument. Donc on est dans une nouvelle lancée.
une nouvelle aventure parce que pendant longtemps on faisait des services et là on crée nos propres produits et donc on a rebrand en fait, on a créé une succursale qui s'appelle Abstec Labs qui fait du développement pour créer des produits pour les entreprises, surtout les PME. Avec cible le monde entier, mais en pensant et tenant compte des spécificités africaines. Et donc on intègre OADA et on pense à l'Afrique en développant des outils pour le monde entier. Donc c'est votre challenge pour les 10 prochaines années. Très bien. Rebecca Enochong, merci. Oh, merci de m'avoir reçu. Fondatrice et directrice de Abstec, vous êtes donc l'une des intervenantes de ce sommet des investisseurs d'Afrique francophone. Merci infiniment. Votre fraîcheur fait du bien à ce sommet. Merci beaucoup. D'être venu dans l'entretien du jour. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes. Évidemment, sur Télésud, on se retrouve demain pour un nouveau numéro de l'entretien du jour. D'ici là, portez-vous bien. À demain.